Alors, j'espère que ma voix porte assez bien. Alors, commençons. D'abord, ce que je voulais faire, c'est commencer par la fin. D'abord, commencer à remercier tous les gens qui ont aidé à réaliser cette recherche, que ce soit ma directrice, que ce soit un consultant, les participants, les organismes qui ont participé, toute l'équipe de l'Observatoire et les religieuses hospitalières. Alors, je les salue et je les remercie. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un petit voyage en cours de 5 ans de recherche dans un contexte de vie des aînés. Je vais parler de notre recherche. Vous allez voir que je dis notre parce qu'on est toujours accompagné quand on fait une recherche. On n'est jamais seul. Et une conclusion, puis malheureusement, il y aura une petite période de questions à la fin. Si on était des plus petits groupes, ce serait facile d'interagir, mais pour commencer et finir, il faut attendre à la fin. J'espère que ce menu vous convient. Voilà, ce que disent les aînés. Alors, le discours est clair. Les aînés veulent être consultés en termes de soutien. Ce qu'ils veulent, c'est être heureux chez eux, dans leur milieu, puis veulent être respectés. Ce qu'ils veulent faire ce qu'ils désirent et quand ils désirent. Et surtout, ils ne veulent pas être considérés comme un poids pour la société. Je pourrais vous dire que moi, je pourrais vous dire une telle chose, mais je suis heureuse de dire que ce sont des écrits, une recherche, ce sont des conclusions qui proviennent de recherche. Donc, ce n'est pas seulement de mon opinion. Malgré ce dynamisme et qu'on peut revoir dans ce qui vient d'être dit, la réalité n'est pas tout à fait au rendez-vous. Alors, on va le regarder. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord, je vais vous expliquer ce que j'entends par certains mots. Comme ça, à la fin, quand j'expliquerai les résultats, vous saurez exactement ce dont je parlais. Alors, aîné, qualité de vie, domicile, incapacité et enjeux implicites. Alors, voilà, les aînés. Il n'y a aucun terme qui est satisfaisant quand on parle du terme aîné. Peu importe la nomenclature, personne âgée de 20 ans, 65 ans, personne aînée, âge d'or, retraité. On va parler de personnes à la retraite, rentiers, pensionnés, vieux. Il n'y a rien qui intéresse. Alors ici, ce qu'on va faire, en les utilisant tous ces termes, on va référer à une personne plus âgée qu'une autre. Ça vous va? Alors ici, la société a défini la personne âgée par un terme, c'est de façon très arbitraire, c'est le seuil de la retraite à 65 ans. Autrefois, ça a été 70 ans. Et bientôt, en 2023, ce sera 67 ans. Et naturellement, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a certainement une incidence sur la situation économique du pays pour regarder la notion de retraite. Un autre fait qui est important, c'est le nombre d'aînés en croissance. C'est quand on regarde ici, je ne sais pas s'il y a un pointeur ici, enfin, si on regarde, on voit en 1901, ce qu'on voyait en 1901, c'est que c'était 5 %, alors qu'une projection pour le 2056, ça va être 28 %. Si on regarde, on est ici à une croisée de chemin. Et à la croisée de chemin, on s'attend à ce que les baby-boomers progressivement prennent leur retraite. Donc, ces baby-boomers vont changer vraiment les statistiques de sorte qu'on s'attend à ce qu'il y ait une croissance de presque 100 %. Donc, c'est pour ça qu'on voit des écarts aussi grands. Un autre fait, c'est qu'on vit plus vieux de nos jours. Alors, on pourra l'expliquer de toutes sortes de façons, mais néanmoins, il en reste que la moyenne de vie est de 82 ans. Okay? Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est l'écart d'âge entre les hommes et les femmes qui est de plus en plus petit. Avant, c'était presque 8 % entre l'espérance de vie d'un homme et d'une femme, alors que maintenant, voyez-vous, c'est 4,2 %. Donc, voyez-vous, on réduit. On pourra l'expliquer de toutes les façons. Est-ce que c'est parce que la femme travaille? Est-ce que c'est parce que la femme fume? Est-ce que c'est parce que la femme... Peu importe le style de vie, la réalité étant ainsi, c'est que les hommes vivent plus vieux, les femmes plus vieux, mais l'écart est moins grand. Un autre aspect qui est important, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Faut-il vivre plus vieux? Mais comment vivons-nous plus vieux en bonne santé? Alors, ça se définit par le nombre d'années qu'on s'attend de vivre sans être limité dans ses activités, que ce soit par une maladie chronique, que ce soit une maladie physique, maladie mentale ou un problème de santé. Et voilà comment ça se situe.
Au Québec, l'espérance de vie en bonne santé est de 67 ans, alors qu'à Montréal, elle est à 66 ans. Il n'y a pas grand écart. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vit plus vieux, mais on ne vit pas nécessairement plus vieux en bonne santé. L'autre réalité, je ne peux pas les détailler ici parce qu'on passerait beaucoup plus que le temps qu'on passe maintenant, mais ils ne sont pas négligeables. La honte de vieillir due à l'incapacité grandissante, la fragilité due à la santé précaire, la perte d'estime de soi, la dépendance, la solitude, l'isolement, le suicide, les besoins non comblés des services à domicile et la diminution des ressources matérielles et financières quand on vieillit. Alors, il y en a qui disent, la FADOC dit, quand on vieillit, on s'appauvrit. Et il y a eu une commission parlementaire qui a été sénatoriale, je devrais dire, en 2008, qui a fait 80 propositions à l'égard des personnes âgées. Elle a souligné que le revenu de bon nombre d'aînés est inférieur au seuil du faible revenu, selon Statistique Canada. Bon nombre d'aînés dépendent de la sécurité de vieillesse et le supplément de revenu garanti pour vivre. Et les aînés dont le revenu est inférieur à ce seuil, ils vivent généralement seuls ou dans les grandes villes. Donc, c'est des facteurs qui sont importants et qui méritent d'être soulignés. Quant à la population des aînés, parlons-en. Au Québec, sur une population de 8,1 millions, il y a 1,3 million d'aînés. Donc, ça représente 16,2 % de la population du Québec. Donc, c'est important. Et quand on regarde à Montréal, pourquoi j'ai choisi Montréal? Oui, c'est sûr, j'y vis, mais on se déplace. Mais c'est parce que c'est là où il y a la plus forte concentration de personnes âgées. Alors, allons voir la concentration de personnes âgées. Et la région, quand on dit la région 6, c'est subdivisé en 17 régions, le territoire du Québec, et Montréal est la région 6. Et quand on voit ici le nombre de personnes âgées entre 65 et 74 ans, hommes, femmes, il y a des écarts, mais c'est moins grand. Les écarts, je vais vous attirer votre attention beaucoup plus sur les 75 ans et plus. On voit que c'est encore un écart qui est moindre. Au centre, 65-74 ans, c'est là qu'est le plus grand écart. Et voici la courbe de longévité, le rose étant les femmes et le bleu étant les hommes. Ce qu'on voit, c'est que la longévité des femmes est toujours supérieure. Donc, ça veut dire que dans les statistiques, dans la réalité, tout concorde. Mais juste un petit fait, juste comme ça en passant, on voit qu'à Montréal, au Québec, il y a à Montréal, il y a 370 centenaires versus 70 centenaires hommes, 370 centenaires femmes. Intéressant, hein? On va regarder maintenant la qualité de vie. La définition de la qualité de vie. Si je vous faisais toute l'historique de la définition de qualité de vie, je vous remonterais au philosophe Aristote. Je n'irai pas là. Je vais rester dans le domaine contemporain. En 1948, l'Organisme mondial de la santé a défini la qualité de vie par la santé. Alors, c'était un état de bien-être complet, physique, mental, et un état de bien-être social avec absence de maladie. C'est comme ça qu'on définissait de façon très large la qualité de vie. En 1995, l'Organisme mondial de la santé a développé un groupe spécifique à la qualité de vie et spécifique à la qualité de vie selon la perception des gens. Ils l'ont défini. Ils ont défini la qualité de vie comme étant la perception qu'a l'individu de sa position dans la vie, dans son contexte, sa culture, son système de valeurs dans lequel il vit et en relation avec ses buts, ses attentes, les standards et ses préoccupations. Alors, c'est drôlement large la façon qu'ils l'ont vraiment inclus pour qu'on puisse aller chercher la perception des gens. On va regarder un petit courbe historique. Vous avez vu déjà les deux qui ont été mentionnés, 48 et 1995, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En 64, Lyndon B. Johnson, le président des États-Unis à ce moment-là, a fait un discours à la nation. Et il a lancé un terme qui a fait un raz-de-marée. The American Way of Life. Et The American Way of Life a été traduit par la qualité de vie. Et tout le monde s'en est approprié.
Pendant 5 ans, il y a eu de grandes études, surtout au plan médical. D'ailleurs, quand on va voir la recension des écrits, je pourrais vous en reparler encore, mais le plan médical, c'est avant, après une intervention. Donc, on justifiait quantitativement la valeur d'une intervention médicale et on mesurait la qualité de vie. Après, on a regardé l'aspect plus qualitatif, et c'est en congruité avec le développement de l'Organisme mondial de la santé qui a développé le groupe qualité de vie. Là, on commençait de regarder la notion de facteurs de risque, maladie, l'entourage, effets, symptômes, tout l'aspect perceptuel de la qualité de vie. J'attire toujours l'attention parce que ça me touche personnellement, c'est que ce que je vois, c'est que seulement depuis 2000, on s'est intéressé à la qualité de vie en pédiatrie. Donc, c'est quand même pas vieux au plan historique. Mais le terme qualité de vie, c'est un terme que tout le monde utilise sans le définir. Et ça, c'est une vraie annonce qui a été faite, qui a été installée en avant d'un cimetière qu'on travaille pour la qualité de votre vie. Il faut le faire, hein? OK, on s'entend, hein? On s'entend qu'on comprend que c'est pour les gens qui viennent voir, mais néanmoins, il reste que le terme qualité de vie utilisait à toutes les sauces. Hein? Vous serez d'accord avec moi. Alors maintenant, on va regarder le terme domicile. Qu'est-ce que ça veut dire un domicile? Puis je vous dirais que durant ma recherche, il a fallu que j'y pense 2 fois et je vous expliquerai en cours de route pourquoi. Alors, le ministère de la Santé et des Services sociaux a défini en 2003 ce qu'était un domicile. Alors, il l'a fait très inclusivement en disant « c'est le lieu où loge une personne de façon temporaire ou permanente. » Ah, une personne vit avec ses enfants, vit avec son frère, sa sœur, il vit à domicile. On ne regarde pas ça. Pourquoi? Parce qu'on va regarder de façon très inclusive toutes les résidences. Alors, c'est quand je vous ai dit il a fallu que je réfléchisse 2 fois, c'est lorsque j'ai inclus dans ma recherche des religieuses. Est-ce qu'elles étaient à domicile ou pas à domicile? Alors là, il a fallu que je réfléchisse. C'est un domicile? Et oui, c'est un domicile. Pourquoi? Parce que la RAMQ détermine l'exclusivité, c'est-à-dire délimite par l'exclusion des choses. C'est-à-dire qu'elle dit là où on donne des services à domicile, c'est un domicile. Mais on ne dira pas que c'est un domicile là où on donne déjà des services. Là où on donne déjà des services, on donne des services dans un CHSLD et on donne des services dans des résidences intermédiaires. Les résidences intermédiaires, ce sont des group homes en anglais. Donc, on leur donne déjà des services, ceux-là. On ne va pas les appeler des domiciles. Donc, on va dire tout le reste est un domicile. Par conséquent, la communauté religieuse est un domicile. Alors voilà l'intéressante chose, c'est que 96% des gens vivent à domicile. Personnes âgées, 65 ans et plus, 96% vivent à domicile. Et seulement 4% qui vivent en CHSLD. Intéressant, hein? On n'entend jamais parler des gens à domicile. On entend toujours parler des gens en CHSLD. Est-ce qu'il ne se passe rien à domicile? Donc, on va le regarder de près. Un autre fait intéressant, c'est qu'en 2013, notre nouveau ministre de la Santé, M. Hébert, a fait tout un plat sur l'assurance autonomie. Il a déposé son livre blanc, il a fait une commission parlementaire, des mémoires ont été soumis, l'Observatoire a été déposé son mémoire et l'expliquer. Dr. Gilu, d'abord, en parlera un peu plus tard à la fin de la présentation. Enfin, tous s'entendent pour obtenir des précisions, mais il y a des balises qui sont mises. Mais il y a quand même des mises en garde qui doivent être faites parce qu'on est en attente de clarification. Pourquoi? On sait d'abord qu'il y a une chose, parce qu'il s'est été clarifié que les CHSLD ne seront pas éliminés. Ça a été clarifié qu'on va s'occuper des proches aidants. Mais les enveloppes budgétaires pour donner des services à domicile, ce n'est pas encore très clair dans notre tête. Mais on sait qu'il y a de l'argent qui s'en vient, puis on sait que ça va être limité, mais le Dr. Gilu en parlera tantôt. Alors, regardons encore le terme incapacité. Qu'est-ce que c'est que l'incapacité? Alors, l'Organisme mondial de la santé a déterminé ce que c'était qu'une incapacité. Une incapacité, c'est la réduction partielle ou totale de la capacité d'exécuter une activité dans la plénitude qui est considérée jugée normale on ne s'attend pas qu'une personne fasse des pirouettes. Mais ce qu'on s'attend d'une personne, c'est d'être capable de faire certaines choses qui est jugée normale pour son âge.
Et ça, si la personne ne peut pas le faire, l'Organisme mondial de la santé a dit, donc c'est une incapacité. Au Québec, j'aurais pu vous montrer beaucoup de choses, mais je ne voulais pas vous assommer avec un tas de détails. Mais au Québec, on va définir l'incapacité en posant 2 questions. Une question va porter sur les difficultés rencontrées dans les activités de la vie quotidienne et domestique. Quelle est la différence? Ça m'a pris du temps avant de comprendre quelle était la différence entre les deux. Une activité de la vie quotidienne, c'est-à-dire on se brosse les dents, on prend une douche, on s'occupe de sa personne. Et domestique, ben, on fait ses courses, on se fait à manger, on s'occupe de son budget. Okay? Donc, c'est la difficulté rencontrée, un niveau de difficulté. Puis l'autre, c'est la réduction des activités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les faire. L'autre, on ne peut pas les faire, on a des difficultés lorsqu'on les fait, et l'autre, on a de la difficulté en les faisant, que ce soit à la maison, à l'école, au bureau, parce que ça, cette définition-là n'est pas exclusive pour les personnes âgées. Elle est inclusive à toutes les personnes qui ont des incapacités. Alors ici, quand on regarde la strate des personnes âgées de 65 ans et plus, ce qu'on est en train de constater, on constate qu'en vieillissant, l'incapacité s'agrandit. Et là, je porte ici sur la strate des 85 ans et plus, et on parle d'incapacité, ici, quand ils sont graves, sont à 32 %, versus modéré, 26 % versus légère, 24 %. Donc, on voit que, ici, quand on parle qu'il y a une diminution de grave, on peut penser que la diminution de grave a une influence aussi sur la quantité de personnes de 85 ans et plus qui vivent. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on peut l'expliquer de cette façon. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'incapacité croît avec l'âge. Aussi, que j'étais très heureuse de pouvoir le dire, parce que moi, le dire, c'est une chose, mais qu'une recherche le prouve, c'est plus important pour moi. L'incapacité influence la perception de la qualité de vie. Et ça, c'est une chercheuse dans le milieu soins infirmiers en Suède qui l'a démontré. Alors, on va regarder qu'est-ce que je veux dire par perception, les perspectives éthiques. Alors ici, je me suis appuyée sur Jocelyne Saint-Arnaud, qui est une philosophe et aussi qui a été doyenne de la faculté des sciences infirmières. Elle est ici à Montréal, à l'Université de Montréal. Et elle s'est appuyée sur Beecham et Childress, qui sont aux États-Unis. Alors, on va regarder l'éthique. C'est d'abord le respect de l'autonomie, la bienfaisance, non-malfaisance. Elle a ajouté le caring et l'équité. Sous le volet de l'équité, selon Beecham et Childress, c'est la justice. Moi, je vais regarder la justice dans le sens de la justice sociale selon la perspective d'Amartya Sen. Qui est Amartya Sen? Amartya Sen, c'est un grand monsieur et qu'il a parlé beaucoup de qualité de vie dans ses écrits. Il a 3 axes sur lesquels il parle souvent. Il va parler de la liberté, la capacité, et la capacité, c'est un nouveau terme, ce n'est pas la capacité. Et j'y tiens parce que quand on dit capacité, ça veut dire qu'on élimine certains sens. Et l'égalité. Je vais l'expliquer un peu plus tard, la capacité. Moi, je vais me concentrer sur la capacité. Amartya Sen, c'est aussi un prix Nobel. Il a reçu le prix Nobel en 1998 en économie. Il a développé un facteur. Au lieu d'évaluer la valeur d'un pays sur son indice de productivité, on devrait, selon lui, évaluer la valeur d'un pays selon le développement humain. C'est-à-dire qu'on laisse aux gens la possibilité de se développer à l'intérieur du pays. Et plus on en a, eh bien, plus le pays est prospère. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que ce n'est pas l'objet de ma présentation aujourd'hui, mais je vais vous donner ce qu'il entend comme définition de la capacité. La capacité, c'est la liberté. Avoir la capacité d'agir, réaliser ce qui est important pour soi. Selon Sen, si on n'a pas la capacité, la capacité d'agir, on n'a pas de qualité de vie. Alors, comment il le développe? Il dit que ça repose sur des termes. Vous allez voir, les termes sont un petit peu boiteux, mais dans le milieu, on ne les traduit pas. Des fonctionnements. Qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnement? Pouvoir avoir sa santé, manger, se vêtir, se loger, lire. Donc, ce qu'on voit sous-entend là-dessus, c'est d'être capable de fonctionner. C'est pour ça qu'il l'a mis sous le volet fonctionnement. Avoir une liberté d'agir, avoir les ressources pour agir,
avoir le choix d'agir. Pourquoi? Pour pouvoir réaliser ce qui est important pour soi. Et si on ne peut pas faire ça, selon Amartya Sen, on n'a pas de qualité de vie. Alors, pourquoi je fais cette recherche? J'ai 3 buts. Mon premier but, c'est j'espère aller en soutenance à la fin de l'année. Ça fait 5 ans, je commence à voir mon compte. Et au plan étatique, j'aimerais ça que ce soit une thèse normative, c'est-à-dire que c'est un bien grand souhait qu'on puisse s'y référer lorsqu'on voudra développer des programmes et services dans le milieu pour les personnes âgées à domicile. Je souhaite ardemment. Présentement, il n'y a pas de balise. Et au plan éthique, parce que je suis en train de faire une thèse de doctorat en bioéthique, ce que je voudrais, c'est souligner les enjeux implicites. On va voir un peu plus tard quelle est la définition des enjeux implicites. Alors, je vais vous parler de notre recherche. Alors, vous savez, quand on cherche quelque chose, on commence tout le temps par une intuition. Alors, j'ai 3 questions intuitives, dont la première ici. Est-ce que toutes les personnes âgées à domicile avec des incapacités ont une qualité de vie? La deuxième question intuitive, c'est est-ce qu'il faut être riche pour avoir une qualité de vie quand on est à domicile avec des incapacités? Ma troisième question intuitive, c'est qu'est-ce que ça signifie avoir une qualité de vie quand on est à domicile et qu'on a des incapacités? Naturellement, quand on rentre dans un milieu structuré comme l'université, on nous force à poser des questions très formelles. Alors, voici ma question de recherche formelle. C'est comment les personnes âgées à domicile avec incapacité définissent la qualité de vie. Bien entendu, je ne m'attends pas à ce que les gens me donnent une phrase, mais je m'attends à ce qu'ils me donnent des mots-clés, des termes, des concepts, que les personnes qui vont être à domicile avec des incapacités, par ces mots, vont être capables de définir ce que ça veut dire pour eux avoir une qualité de vie. Alors, bien entendu, avant de commencer, il faut savoir que, est-ce que ça a été fait? Il faut fouiller. Si ça a été fait, on passe à une autre recherche. Si ça n'a pas été fait, on a la permission de poursuivre la recherche. Alors voilà, j'ai étudié au-dessus de 2600 articles, il y a plus que ça, mais on va rester à ça, pour arriver à trouver 3 recherches qui ont parlé de la qualité de vie, de la définition de la qualité de vie des aînés à domicile avec incapacité. J'ai toujours 2 suivis qui me mettent toujours à jour sur ce qui se passe. Parfois, c'est des joyaux, parfois, ça ne donne rien, mais néanmoins, je suis le marché de façon très près. Alors, voilà ce que ces 3 recherches en France, en Angleterre et en Suède ont fait. On a défini la qualité de vie basée sur 5 concepts. La maladie, la qualité des soins, la fatigue, la douleur et recevoir ou ne pas recevoir de l'aide. On peut très bien comprendre avec des incapacités que ces éléments sont centraux. Alors, notre recherche, on a fait 51 entretiens. Il y a eu 3 pré-tests pour voir si on avait les bonnes méthodes pour fonctionner. Il y a eu 13 entretiens qu'on a dû éliminer parce qu'il y avait des absences de critères. Les critères, tout le monde vivait à Montréal, tout le monde avait 65 ans et plus, mais parfois il y avait des problèmes cognitifs et parfois il n'y avait pas de capacité. Alors, il y a 35 entretiens qui ont été retenus. D'où proviennent le C3S Jeanne-Mance, ça fournit une grande majorité de participants. Les organismes communautaires dont l'Observatoire a fourni des participants, la Congrégation des religieuses hospitalières. Il y a eu un effet boule de neige, c'est une méthode de recherche, c'est-à-dire une personne en réfère une autre. Et il y a eu des cliniques de réadaptation où on a référé des gens. Le profil des participants, la majorité des participants étaient des francophones, la majorité étaient des femmes. Très difficile d'avoir des hommes participer à une recherche. Les groupes d'âge, la majorité, 63%, étaient âgés de 80 ans et plus. Au départ, mon a priori, quand j'ai commencé la recherche, je ne pensais pas que j'obtiendrais des personnes de 65 ans. Donc, j'étais très heureuse d'avoir ces quelques personnes. Où demeurent ces gens? La majorité vont demeurer à loyer et après, c'est en condo ou maison privée.
On voit qu'après, il y a une diversité, c'est à peu près équivalent, que ce soit dans des résidences avec ou sans service public ou privé. Je les ai regroupés en bleu, ils sont tous, c'est quand même 17 %. On voit aussi que la communauté religieuse, c'est 17 %. Puis on voit aussi des habitations à loyer modique ou des coops. Et il y a une personne qui est en intergénérationnel. Et les incapacités, la grande majorité des incapacités, c'était la mobilité, pour diverses raisons. Okay? Que ce soit par étourdissement, que ce soit parce qu'on a eu un ACV, que ce soit parce qu'on fait de l'emphysème, parce qu'on a de l'arthrite, on a des maux de dos. Et en fin de compte, ce qu'on peut voir, c'est une grande diversité. Il reste quand même qu'il y avait quelques personnes qui avaient étourdissement, poliomyélite, hypertension, santé mentale, limite due à des cancers et avoir de la difficulté à voir et à entendre, être presque aveugle. Quant aux revenus, la grande majorité vont se situer à raison des faibles revenus. Et il y a quand même 7 personnes qui ne savaient pas quel était leur niveau de revenu. 3 personnes ont refusé. Et qu'on peut voir, les personnes qui sont plus nantis, c'est le moindre de toute cette diversité. Alors, quelles questions j'ai posées pour pouvoir arriver à des résultats? Je me suis appuyée sur une recherche qui a déjà été réalisée en France et on pose 5 questions. On fait le tour du jardin avec ces 5 questions. Comment décrivez-vous la qualité de votre vie? Qu'est-ce qui contribue à la qualité de votre vie? Qu'est-ce qui a fait la qualité de votre vie? Qu'est-ce qui rendrait votre qualité de vie meilleure? Et qu'est-ce qui rendrait votre qualité de vie plus difficile? Alors tout ça, ça fait qu'on a fait, c'est une recherche qualitative, on a fait du codage et on a fait de la vérification des codages. On est arrivé à 102 concepts. Naturellement, on ne restera pas avec 102 concepts, il faut faire du regroupement. On est passé de 102 concepts à 64 concepts par regroupement, 64 concepts à 15 concepts, 15 concepts à 8 concepts. Et voilà, j'explique ici que c'est une recherche qualitative, c'est selon la perception des gens. Je ne présente pas des énoncés parce que je ne veux pas que les personnes puissent être identifiées. Donc, je présente les résultats un peu quantitatifs, même si c'est une recherche qualitative. Alors ici, 34 cas sur 35 ont mentionné que l'autonomie, la santé, pouvoir s'exprimer était fondamentale puisque c'est le plus fort. Dans 30 cas sur 35, on a parlé de relations sociales et s'occuper. Dans 30 cas sur 35, on a parlé de s'adapter, accepter ses limites, reconnaître ses limites. Dans 29 cas sur 35, on a parlé d'être bien entouré, que ce soit de la famille ou des amis. Je passe le positif et le négatif, je reviendrai par après. Alors, ici, on parle de 24 cas sur 35, on a parlé d'avoir des services, des moyens, de l'argent pour avoir une qualité de vie. Dans 19 sur 35, on a parlé de vivre chez soi. Vivre à domicile est très important. Dans 14 cas sur 35, on a parlé d'être en amour, avoir de l'amour autour de soi, être, le bonheur et la spiritualité aider à la qualité de vie. Et seulement que dans 5 cas sur 35, on a parlé de sécurité. Puis ça, on peut l'expliquer facilement, que l'on considère que peut-être Montréal est une ville très sécuritaire. Peut-être que si cette recherche-là était faite dans un milieu plus perturbé, que le facteur sécurité serait à l'autre extrémité. Les questions sur la capacité, qui a été posée, c'est est-ce que vous avez la possibilité de réaliser ce qui est important pour vous? Et voilà ce que les gens ont dit. Il y a eu 3 décantes. Oui, j'ai la liberté d'agir. Oui, j'ai la liberté de choisir. Oui, j'ai la liberté de vivre comme je le veux. Non, je n'ai pas de liberté. Je n'ai pas de liberté de choisir. Il y en a des faits qui ont un peu hybride. Oui, mais j'ai des difficultés financières. Oui, mais faut-il avoir la santé? Oui, mais il faut que je me sente utile parce que sinon, je ne ferai pas de qualité de vie. Oui, mais faut-il avoir le nécessaire? Alors, voilà ce que ça donne. Et il y a eu de double codage parce que ce n'était pas purement un. Donc, on ne peut pas additionner les pourcentages, mais on va dire dans les cas. 43% des cas ont dit qu'ils avaient la liberté d'agir. 34
ont dit qu'ils avaient la liberté de choisir. Dans certains cas, on a dit que non, on n'a pas la liberté d'agir, dans 20 %. Dans les 17, on a dit, oui, on a peut-être la liberté, mais faut-il avoir la santé? J'ai 17 % de temps, j'ai la capacité de pouvoir faire ce que je veux, vivre comme je le veux. Mais 14 % j'aimerais ça me sentir utile. Oui, mais j'aimerais ça me sentir utile. Oui, mais j'ai des difficultés financières. 11 % non, je n'ai pas de liberté de choisir. Et 6 % avoir le nécessaire. Si vous me permettez, je vais revenir en arrière de 2 parce que j'ai oublié de vous parler de négatif-positif. C'est important. Ici, quand on dit qu'il n'a pas été codé, quand on parlait d'une définition de la qualité de vie positive, je vais vous donner un exemple. Un exemple, ce serait « j'ai tout ». On ne peut pas coder « j'ai tout », mais j'ai tout. Et ça, c'est arrivé assez souvent. Ou négatif, je vais vous donner un autre exemple de négatif, c'est « j'aimerais ça être jeune », comme avant. Mais on ne peut pas coder ça non plus. OK, alors permettez-moi de poursuivre. Alors, on va parler d'enjeux implicites. Qu'est-ce que c'est qu'un enjeu implicite? Un enjeu implicite, en lien avec la qualité de vie, c'est le non-dit, le doute, puis je vous donne un exemple. Désirer demeurer à domicile à tout prix, mais être à risque pour soi et pour les autres. Donc, on sait qu'il y a un doute que les choses ne fonctionnent pas ici. Avoir été malade, les enfants ont beaucoup aidé. Mais là, maintenant, on est en forme, mais les enfants agissent de façon très paternaliste, de sorte qu'elles nous laissent presque plus de place. Se plaindre de la négligence des enfants. Avoir tellement de douleur, vouloir en finir, ne plus vouloir vivre. Vouloir mourir à domicile à tout prix, sans égard aux implications et aux conséquences pour les proches. Être en situation d'incapacité et refuser d'être aidé en dépit des risques. Avoir besoin d'aide à réaliser le désir de demeurer à domicile, mais ne pas pouvoir payer ces services, donc vivre dans une situation précaire. N'avoir aucun endroit pour occuper son temps. Et ça, c'est un monsieur qui l'a dit. Il dit, vous savez, pas de place, pour moi, là. Moi, j'aimerais ça aller travailler le bois. Il n'y a aucun endroit où je peux aller travailler le bois. Être isolé au point tel que les 3 minutes du livreur de repas, c'est la seule interaction que j'ai par jour. Voir son conjoint devenir de plus en plus fragile, alors que c'est grâce à cette personne, si on peut soi-même, continuer à vivre à domicile. Et il y en a bien d'autres. C'était simplement pour vous donner un échantillon. Alors, j'arrive à ma conclusion au terme de 5 ans de recherche. Nous avons vu que les personnes âgées, c'est un groupe démographique qui est en croissance et il a de nombreux défis à relever. La définition de la qualité de vie, c'est de plus en plus importante et je suis très heureuse que ce soit pas moi qui le dise et c'est soutenu par une recherche. La qualité de vie, selon moi, selon cette recherche, selon le groupe qui a participé à cette recherche, doit être le pivot central lorsqu'on évalue la qualité des services et des services à domicile. Alors, vous savez, on a vu que l'assurance autonomie va nous donner des services, mais faut-il qu'on le mesure d'une façon pour assurer une qualité de vie à domicile, pas simplement donner par frisbee une quantité de services à la personne. Mais si on s'inspire de Martin Luther King, qui dit « I have a dream », okay? Alors rêvons ensemble. Rêvons que les aînés occupent une place centrale dans la société, voire dans la famille. Rêvons que les aînés se structurent et forment un groupe conscient de sa force. Rêvons que les aînés puissent avoir accès au travail à tous les âges s'ils le souhaitent. Ce n'est pas le cas. Donc, contrer l'agisme. Rêvons que les aînés obtiennent aisément les ressources quand on parle d'assurance autonomie, qui est en cours de réalisation. Rêvons que les aînés développent une forte solidarité et d'entraide. On ne pourra plus compter sur le gouvernement pour s'aider, donc il faut développer des solidarités. Rêvons qu'il y ait de plus en plus de liens intergénérationnels et de plus en plus fréquents,
parce que les uns ont besoin des autres. Rêvons surtout que les aînés puissent donner un sens au vieillissement. Pourquoi? Parce que la qualité de vie des personnes âgées en dépend. Merci.